Bonjour, alors aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de regarder les bornes des racines d'un polynôme réel, et peut-être complexe si affinité, bon, a priori réel, en fonction des coefficients. Voilà. Alors ça rentre évidemment dans le cadre, si on veut qu'on trouve à l'agrégation, de relations coefficient-racine, évidemment, mais aussi de localisation de valeurs propres, localisation de racines. Voilà. Allons-y. On va d'abord partir de ce que l'on savait au XIXe siècle. Au XIXe siècle, quand Gauss s'est intéressé au théorème qui s'est appelé d'Alembert-Gauss, du fait que C est algébriquement clos, il s'est intéressé effectivement au polynôme, là à coefficient dans C, et il a obtenu une borne qui n'a pas eu beaucoup de succès, ce n'est même pas appelé la borne de Gauss, elle n'a pas eu beaucoup de succès, donc pour les racines, c'est-à-dire qu'on a un polynôme, alors là il est unitaire, dans C de x, et on a, le module d'une racine est inférieur au max pour k allant de 0 à n-1, de n racine de 2 à n-k en module le tout puissance 1 sur k. Voilà, ça c'était Gauss. Et on lui a préféré la borne de Cauchy, beaucoup plus simple. Les racines de P sont en module inférieur à max de module de A0, 1 plus module de A1, etc. jusqu'à 1 plus module de AN-1. Alors, cette borne, dite borne de Cauchy, vous voyez donc qu'on est vraiment dans les relations coefficients-racines, parce que ça c'est les racines et ça c'est les coefficients, donc à penser pour ceux qui auraient des leçons d'agrég à faire. Pour ce qui est de sa preuve, on en donne une preuve dans le carnet de voyage en algébrie, et c'est une preuve qui utilise la réduction, qui utilise les matrices compagnons et les vecteurs propres de la matrice compagnon. Bon, vous pouvez regarder ça. Très intéressant aussi, Quentin Chamussi, dans le même carnet de voyage en algébrie, a fait un algorithme en Python sur cette borne de Cauchy, et cette borne de Cauchy, on se rend compte, si on fait quelques petits calculs en Python, vraiment qu'elle est énorme, quoi. Elle borne de façon vraiment, les racines sont très très à l'intérieur de la borne de Cauchy. Mais cette inégalité là, elle mérite, cette borne, elle mérite d'exister. Et vous pouvez vous référer à Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, chapitre 3, dans les exercices, et vous allez voir qu'il y a une relation, en quelque sorte d'homéomorphisme, entre les racines et l'ensemble des coefficients. Bon, alors attention, c'est à préciser, les coefficients, évidemment, ça habite dans un espace vectoriel, on peut prendre par exemple C puissance n plus 1 ici, si on rajoute ici un coefficient, ou C puissance n, c'est très bien de prendre C puissance n ici. Les racines, faut faire un petit peu attention parce que elles n'arrivent pas avec un ordre prédéterminé, donc c'est en quelque sorte des orbites pour le groupe de permutation parce qu'elles viennent à permutation près. Bon, mais en tout cas, faut faire attention à la topologie. Mais en tout cas, il y a un homéomorphisme entre les deux. Et c'est très facile de montrer qu'il y a une application continue qui envoie les racines à permutation près vers les coefficients. Ça, c'est les relations coefficients-racines, et que ça va donner une bijection modulo permutation, si on prend le polynôme unitaire, mais réciproquement, pour avoir un homéomorphisme, là, ça demande d'avoir des bornes. Il faut regarder certaines bornes, localement, pour montrer qu'une bijection continue est un homéomorphisme. Et là, c'est la borne de Cauchy, si vous regardez l'exercice, qui vient en aide et montrer qu'on a un homéomorphisme. Tout ça pour dire que cette borne est ridicule, c'est assumé, mais qu'elle a le mérite d'exister et qu'elle nous donne des résultats théoriques.
Eh bien, cette borne n'a pas tellement changé avec le temps, parce que si on veut dire quelque chose de général à tout polynôme, c'est pas évident. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est se donner des conditions plus spécifiques, des restrictions sur les polynômes, et qu'avec ces conditions-là, eh bien, on ait de bien meilleures bornes. Voilà. C'est le théorème de Enstrom-Kakeya. Voilà. Là, on est au XXe siècle. Et regardez ce théorème. Il dit que on va prendre P de Z. Alors cette fois-ci, le polynôme, il n'est plus considéré comme unitaire. En revanche, il est réel. Avec 1. Alors, donc, on va se donner une première condition. Si les AK sont en ordre décroissant, ici, de là vers là, et strictement positif. Alors, dans ce cas-là, une racine de P sera forcément de module supérieur ou égal à 1. Alors, on va montrer ceci. Il y a la variante. La variante, c'est si les AI sont strictement positifs, les AK sont strictement positifs, et cette fois-ci en ordre croissant, alors une racine est de module forcément inférieur ou égal à 1. Alors d'abord, on va regarder comment on fait pour passer de 1 à 2. On suppose 2, d'accord, jusque-là. Bon. Et on veut conclure ça. Eh bien, on considère évidemment le polynôme symétrisé. Le polynôme symétrisé, on sait que ses racines sont les inverses, parce que bon, là c'est strictement positif, il n'y a pas de A0 est non nul. Donc, le polynôme symétrisé et AN est non nul, plutôt. Le polynôme symétrisé, c'est un polynôme dont les racines, c'est les inverses des racines du polynôme de départ. Et en plus, puisqu'on a symétrisé le polynôme, on a l'ordre inversé. Donc on a les conditions 1, et donc les inverses des racines de ce polynôme sont de module supérieur ou égal à 1, ce qui fait que les racines du polynôme de départ sont de module inférieur ou égal à 1. Donc voilà, ça pose pas de problème de passer de 1 à 2. Et on voit au passage que ici, c'est meilleur que la borne de Cauchy, parce que ici, ça aurait été 2, parce que les AI, les modules de AI sur AN, parce qu'il faut faire AI sur AN pour se ramener à ce cas-là, ce serait inférieur à 1, et ici on aurait 2. Donc un max ce serait 2, alors qu'ici c'est 1. C'est quand même c'est 2 fois meilleur, on va dire. On va montrer donc le point 1 et le point 2 s'en déduira directement. On calcule 1 moins z facteur de P de z. Bon, alors, donc quand on va multiplier ça par 1, on va avoir ça. Quand on va multiplier par moins z, on va avoir l'opposé. Et maintenant, on regroupe. Il va y avoir deux termes extrémaux, c'est-à-dire A0, les produits des coefficients de degrés minimaux, et les produits des coefficients de degrés maximaux. Alors ici, vous allez avoir A0 et, à l'opposé, moins AN, Zn plus 1. Et entre les deux, vous faites du regroupement et vous allez mettre un moins en facteur. Et là, vous allez avoir A0 moins 1, Z plus A1 moins A2, Z2, etc. Plus AN moins 1 moins AN, Zn. Et puis j'ai regroupé lui avec cela parce que c'était avec les moins. Alors pourquoi j'ai mis moins et non pas plus avec A1 moins A0, parce que ici je veux des éléments qui sont tous positifs et ces coefficients-là sont positifs. C'est ça qui m'intéresse. Alors maintenant je vais prendre le module des deux côtés. J'ai le module donc de 1 moins Z. Ici j'ai P de Z. Ici je prends supérieur ou égal à module de A0 moins module de ça. Alors ça, vous allez reconnaître peut-être la seconde inégalité triangulaire, d'accord, que le module de ça est supérieur à module de ça moins module de ça. Maintenant, je vais appliquer la première inégalité triangulaire qui dit que ça, c'est inférieur, que le module de ça, c'est inférieur à la somme des modules. Donc avec le moins, ça va être supérieur ou égal à A0 moins. Et quand je vais prendre la somme des modules,
comme j'ai les AK moins AK plus 1 qui sont tous positifs, eh bien, et lui le dernier qui est positif, eh bien je peux enlever le module, hein, et même la valeur absolue, des coefficients. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais supposer par l'absurde qu'on a, puisque je veux montrer que module de z est supérieur ou égal à 1, je vais supposer par l'absurde qu'on a une racine qui est de module strictement inférieur à 1. Donc si c'est strictement inférieur à 1 avec p de z égale 0, eh bien à gauche j'ai 0, évidemment, et à droite j'ai A0 moins, et comme le module de z est strictement inférieur à 1, je vais avoir ceci, là, je vais pouvoir remplacer le module de z par 1, mais là, cette fois-ci, tout se catapulte, A0 moins A1 plus A1 moins A2, etc., ça va se catapulter, et il y a le AN à la fin qui va faire qu'ici, on va avoir 0, et donc il ne reste plus que A0, qui est strictement positif, donc on arrive à une absurdité. Donc on a notre théorème d'Enstrom-Kakelian. Fallait le trouver. Une fois qu'on voit la démonstration, elle n'est pas difficile, mais il fallait la trouver. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais il faut quand même une grosse condition. Oui, mais regardez, on peut s'affranchir de la condition qui sont, en tout cas, obtenir un résultat en s'affranchissant de la condition qui sont ordonnées comme ça. On va juste supposer qu'ils sont tous strictement positifs. Donc je prends un polynôme Q, voilà le corollaire. Q de Z, c'est Bn, Zn plus Bn-1, Zn-1 jusqu'à B0, avec les Bi tous strictement positifs. J'appelle petit r le min de Bi sur Bi plus 1, c'est bien défini, évidemment. Grand R, le max, toujours sur I, de Bi sur Bi plus 1. Eh bien, il se trouve que les racines de Q sont toutes de modules comprises entre petit r, au sens large, et grand R. Voilà. Alors, ça vient directement du théorème d'Enstrom-Kakelian. D'ailleurs, c'est un résultat c'est le corollaire qui donne directement eux dans leur article, puisque je vais poser t, le polynôme, tel que t de z égale q de petit r z, ok, donc c'est bien un polynôme. Ces coefficients que je vais appeler tk, ils valent évidemment rk, bk, bien sûr, et il est évident, par définition de petit r, que petit r est inférieur ou égal à bk sur bk plus 1, quel que soit k. Ce qui veut dire que quel que soit k, une fois qu'on passe bk plus 1 de l'autre côté, qu'on multiplie par r puissance k des deux côtés, qui est strictement positif évidemment, eh bien j'ai tk plus 1 inférieur ou égal à tk, ce qui me donne des conditions 1 du théorème d'Enstrom-Kakelian. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Si je pars d'une racine z de q, alors par construction, z sur r est racine de t, et donc le module de z sur r, par le théorème d'Enstrom, est supérieur ou égal à 1. Voilà. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que le module de z est supérieur ou égal à petit r. Maintenant, comme tout à l'heure, si vous voulez montrer que le module de z est inférieur à grand R, eh bien, vous regardez le polynôme symétrisé, vous allez avoir que module de 1 sur z est supérieur au min des bi plus 1 sur bi, puisqu'on a symétrisé le polynôme, ce qui va faire que module de z est inférieur ou égal au max de bi sur bi plus 1, c'est-à-dire grand R. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin. On va passer quelques années. Et en fait, ce théorème, quelques années plus tard, a engendré des petits, d'autres petits théorèmes qui vont plus loin. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, je me donne des AI, voilà, je me donne des AI, des réels, et j'impose que, par exemple, AI moins AI plus 1 est négatif,
et ça me donne une borne des racines. Mais ça veut dire qu'on prend un opérateur qui, au n uplé ou n plus 1 uplé de réel AI, associe le n plus 1 uplé des AI moins AI plus 1. Et si cet opérateur est négatif, alors on a une bonne borne. Donc, est-ce qu'on peut trouver d'autres opérateurs qui fonctionnent? Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Alors, allons-y pour cette extension du théorème d'Enneström-Kakaia. Je pars de l'identité 1 moins z puissance alpha. Alors, alpha, ça va être un réel. Bon, hein, imaginons que c'est un réel. Et il va être de toute façon ici strictement positif et inférieur ou égal à 1. On va avoir sur le disque unité ouvert, disque module de z inférieur strictement à 1, que c'est égal à la somme pour m positif de moins 1 puissance m parmi alpha, z puissance m. Alors, m parmi alpha, c'est alpha, facteur de alpha moins 1, facteur de alpha moins 2, jusqu'à alpha moins m plus 1, divisé par factoriel m. Et on va avoir ça. Donc là, je vous ai mis les débuts du développement. Voilà. Et je vais m'intéresser à cet opérateur delta alpha sur les réels AK. Eh bien, ça va être, vous allez voir que c'est en fait un produit de Cauchy. C'est la somme pour m supérieur ou égal à 0 de moins 1 puissance m parmi alpha, donc A indice K moins n. Voilà. Alors, quand on a un polynôme de degré n, on va supposer que les indices négatifs, c'est nul. A indice I pour I strictement négatif, c'est nul. Et pour strictement supérieur à n, eh bien c'est nul aussi. D'accord? Donc on va les prendre nuls dès que I n'est pas dans le bon intervalle. Alors par exemple, prenons un polynôme de degré 2, A2Z2 plus 1Z plus A0. Alors le nabla, j'ai peut-être dit delta tout à l'heure, non c'est nabla, nabla alpha, je n'ai pas l'habitude de cet opérateur. Alors c'est A0 ici, A1 moins alpha A0, A2 moins alpha A1 plus alpha moins 1 sur 2 A0. Et ensuite, comme A3 est nul, vous allez avoir moins alpha A2 moins alpha moins 1 sur 2 A1. Vous allez avoir celui-ci. Et puis après, ça va être que des zéros. Voilà, ça va être tous les termes sont là. Alors, l'extension du théorème d'Enneström-Kakaia a été trouvée par Cargo et Chicha. Ça ne s'invente pas. Donc, le voici. On suppose que P est un coefficient dans R+. Donc là, ici, les coefficients sont dans R+. Qu'il est non nul. OK. On suppose que les coefficients ici, de K égale 1 à N, donc ici, ça va être ce coefficient-là et ce coefficient-là. On ne s'occupe pas pour 0 et on ne s'occupe pas des autres. Donc on a juste là n conditions, que les coefficients sont négatifs. Alors attention, alpha, je vous ai dit, il est strictement positif et inférieur ou égal à 1. Voilà, il est fixé. Bien, eh bien, on va avoir P de Z égale 0, donc pour toute racine de P, eh bien, encore une fois, le module de Z est forcément supérieur ou égal à 1. Allons-y. Donc, comme je vous disais, cet opérateur a été fait pour être un produit de Cauchy, c'est-à-dire le produit de Cauchy de lui vu comme, ça c'est vu comme une série, par ce polynôme qui est vu aussi comme une série. Et donc l'égalité avec le produit de Cauchy, ça marche. Donc quand on va multiplier ça par ça, ça va nous donner la somme pour K positif ou nul des nabla alpha pk zk. C'est exactement fait pour. D'ailleurs, au passage, on remarquera que ces delta alpha pk ne peuvent pas être tous nuls. Sinon, ça voudrait dire que cette fonction serait nulle. Ce qui est absurde, évidemment.
On le reprendra tout à l'heure, cette histoire. Alors maintenant, vous allez remarquer, alors on va faire plusieurs remarques. Comme les coefficients AI sont positifs, comme les moins 1 puissance m, alpha m sont négatifs, alors regardez, c'est assez marrant, parce que ici, moins alpha, comme alpha est positif, ça c'est négatif, et ici, alpha moins 1 sur 2, c'est négatif, parce que alpha est inférieur ou égal à 1. Donc quand on va prendre, multiplier par moins 1 puissance 2, ça va faire moins par plus, ça va faire moins. Et etc. etc. Bon, vous pouvez voir qu'ils sont tous négatifs. Parce que tantôt, c'est lui qui est négatif et l'autre qui est positif. Tantôt, c'est lui qui est positif et l'autre qui est négatif. Bon, ok, c'est facile à voir. Donc ça veut dire que ce produit, c'est moins par plus, ça fait moins. Voilà, donc c'est négatif. Donc j'affirme que pour tout cas, k différent de 0, nabla alpha de pk est négatif. Alors pourquoi? Bon, ça, on s'en occupe pas. Hein. Le terme en 0, je l'ai affirmé que pour k différent de 0. Ici, c'est négatif par hypothèse. C'est 2 premiers. Bon, en fait, les n premiers. On se donne un exemple pour se fixer les idées. Ensuite, les autres, eh bien, c'est une somme de termes négatifs. D'accord? Voilà. C'est à cause de ça. Bon. Donc, c'est négatif. Donc, c'est toujours négatif. Maintenant, de plus, j'affirme que la somme pour k supérieur ou égal à 0 des nabla alpha de pk est égale à 0. Ben oui, c'est tout bête. Il suffit de faire tendre z vers 1. Bon, on arrive à se convaincre que c'est continu à 1. Et ici, ça va nous donner 0. Bien. Maintenant, ça va nous faire 1 moins z puissance alpha, p alpha ici, est égal à la somme. Alors attention, pour l'instant, k est supérieur à 0, d'accord? Et je vais juste enlever 0. Mais en enlevant 0, j'enlève ça. Donc je vais avoir nabla alpha de p indice k, zk moins 1, d'accord? En mettant en facteur ça. Voilà. Et maintenant, pour k égale 0, ici, j'ai 0. Donc, je peux faire juste k supérieur ou égal à 1. Voilà. Maintenant, eh bien, je vais regarder la partie réelle de cet élément-là. Si z est de module strictement inférieur à 1, je rappelle que z est de module strictement inférieur à 1, ici, je vais avoir ici du négatif, hein, ça je le sais, puisque j'ai pris k supérieur ou égal à 1. Hein, d'accord? Et ici, je regarde la partie réelle de z puissance k moins 1, mais la partie réelle, ici, vous allez avoir z qui est de module strictement inférieur à 1, donc z puissance k est de module aussi strictement inférieur à 1, donc il est là-dedans, et la partie réelle, donc vous avez 1 ici, la partie réelle de zk-1 est évidemment négative, strictement négative. Donc là, vous avez du négatif ou nul. Là, vous avez du strictement négatif, mais c'est là que je rappelle que ça, c'est non nul. Donc, vous aurez ici, donc, les éléments sont non tous nuls, ici. Donc, forcément, vous allez avoir du strictement positif quand vous allez prendre la partie réelle. Ce qui fait que P ne peut pas s'annuler, puisque si s'annulait, ça s'annulerait, et ça aurait une partie réelle nulle. Donc ça, c'est le théorème de Cargo et Chicha. Et maintenant, ils ont fourni aussi un exemple de polynôme qui vérifie les conditions de Cargo-Chicha, mais qui ne vérifie pas les conditions de Enneström-Kakaia. Alors regardez, ils ont fourni ce polynôme, vous prenez alpha, donc toujours avec ce alpha là-dedans, alpha facteur de 8 moins 6 alpha z2 plus 2 alpha z plus 16. Alors quand on va prendre l'opérateur nabla alpha pour ce alpha là, pour ce même alpha, on va avoir 16 ici, là on va avoir moins 14 alpha, et là c'est calculé pour avoir 0. Et puis les autres termes, forcément, c'est facile de voir qu'ils sont négatifs d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà.
Et puis, c'est vite nul, de toute façon, mais ça passe par du négatif ici. Bien, donc, bon, 16 il est positif, mais on s'en fiche. Là, ici, ben, c'est négatif, donc ça vérifie le polynôme non nul, ça vérifie les hypothèses de Cargo-Ishihara, et pour alpha égale 1, on remarque que ça ne vérifie pas les hypothèses de Kakeya et Nastrom, parce que vous avez 16, ben, pour aller vers 2 alpha, ben, ça descend, et ensuite, pour aller vers ce coefficient alpha 8 moins 6 alpha, ça remonte. Donc c'est pas monotone. Alors pourquoi ça remonte? Ben parce que ça, c'est inférieur à ça. Ben parce que, oui, parce que 6 moins alpha est inférieur à 6. Ben oui, parce que alpha est inférieur à 1. Voilà. Donc c'était ça qu'il fallait montrer. Et on va s'arrêter là. Bonjour. Alors on va voir ce théorème d'Enstrom-Kakeya qu'on a vu récemment. On va le revoir avec une petite amélioration à la suite d'une remarque de Toto qui était pertinente. Regardez ce théorème. Bon, alors il y a une amélioration ici. On va supposer qu'on a AN xn plus AN-1 xn-1 plus A1x plus A0, un polynôme de R de x. On suppose que tous les coefficients sont positifs et qui sont ordonnés comme ça à 0 plus petit que A1 jusqu'à AN. Et on va supposer AN différent de 0. Bon, ce qui veut dire que le polynôme n'est pas nul quand même, faut s'en assurer. Alors, toutes les racines de P sont de modules inférieurs ou égal à 1. Et une simplification de la preuve qui maintenant utilise la réduction. C'est ça que j'aime bien. L'idée de Toto, c'est de remarquer que si je rends P unitaire et que je multiplie x-1 par P, eh bien la matrice compagnon de ce polynôme-là va être une matrice stochastique. Et donc les valeurs propres d'une matrice stochastique sont forcément de module inférieur ou égal à 1. Voilà la preuve en gros en 30 secondes. Voilà. Je vais détailler un petit peu. On va prouver ce théorème avec la réduction. Donc, quitte à diviser par AN, puisque AN est différent de 0, d'accord, AN est forcément donc strictement positif, donc quand on va diviser par AN, on va avoir un polynôme ici, on divise P par AN, on va avoir un polynôme unitaire, et on continue à avoir le même ordre sur les racines. Donc ici, ça veut dire que maintenant, je peux supposer que AN est égal à 1. Voilà. Donc P est unitaire. On a x-1P est égal à Q, donc quand je vais développer, je vais avoir xn plus 1 plus AN-1 moins 1 xn plus AN-2 moins AN-1 xn-1 jusqu'à A0 moins 1 x et le terme constant moins A0. Maintenant, je vais regarder la matrice compagnon de ce polynôme-là. C'est une matrice n plus 1 à coefficient réel. Mais regardons, donc c'est la matrice compagnon, on va dire, avec les 1 au-dessus. Donc ici, les 1 sont là sur la surdiagonale. Ici, il n'y a que des zéros ici, sauf bien sûr là. Que des zéros, que des zéros. Et là, je mets l'opposé des coefficients de mon polynôme Q. D'accord ? Alors, celui-ci, je ne le mets pas, puisqu'il est unitaire. Hein. Ici, on ne met pas, mais on va mettre l'opposé. Donc, on va mettre A0, A1 moins A0, AN-1 moins AN-2 et 1 moins AN-1. Voilà cette matrice. C'est une matrice n plus 1, et elle est à coefficient, alors elle est stochastique, c'est-à-dire que elle est positive, puisque tout ça c'est positif, par hypothèse, et la somme ici des lignes, c'est toujours égal à 1. Alors ici, on a 1 évidemment, puisqu'il n'y a que des 0 et un 1, et ici, bien, ça s'élimine terme à terme, et il va rester à la fin que 1. Bien, je sais qu'une matrice compagnon
son polynôme caractéristique, c'est justement le polynôme unitaire dont on est parti. Donc, voilà. Maintenant, je sais aussi que la norme subordonnée à la norme infinie d'une matrice, c'est le max sur les lignes de la somme des valeurs absolues ou des modules, si on est sur C, des NIJ, ici, voilà, pour tout J, pardon. Voilà. C'est mieux comme ça. Et donc, je vais regarder la norme subordonnée infinie de CQ. Bon, donc c'est le max, ici on n'a que des 1. Quand je vais prendre la valeur absolue ici, eh bien, ça va avoir aucun effet puisque c'est des éléments qui sont positifs. Donc ici, ça fait 1. Donc, on a 1 partout. Le max de 1, eh bien, ça va faire 1. Ce qui va faire que cette norme subordonnée est égale à 1. Or, quand on a une norme subordonnée, le rayon spectral de la matrice est toujours inférieur à n'importe quelle norme subordonnée sur cette matrice. Prenons la norme subordonnée infinie. À partir du moment où lambda est une valeur propre, vous avez un vecteur propre m v lambda égale lambda v lambda. Bon, vous allez le prendre sur C, quitte à aller sur C pour que ce soit algébriquement clos et trouver un vecteur propre, une valeur propre. Et ici, vous allez prendre la norme infinie de m v lambda des deux côtés. Vous prenez votre v lambda unitaire, puisque c'est un vecteur propre, vous pouvez toujours vous ramener à un vecteur unitaire. Et ici, vous allez avoir la norme infinie de m v lambda. Comme c'est unitaire, ça va être le module de lambda. Donc ça, on sait que c'est inférieur par définition, parce que v lambda est le module 1, à la norme subordonnée infinie de m, puisque ça, c'est le max de tous ces trucs. Donc, finalement, ça veut dire que le module de lambda est inférieur ici à 1, puisqu'on a calculé, on a trouvé 1, et comme c'est vrai pour tout lambda, ça veut dire que le rayon spectral est inférieur à 1, parce que le rayon spectral, je vous le rappelle, c'est le max des modules de lambda quand lambda décrit le spectre. Voilà. Donc, bon, en gros, ce théorème, bon, ça enlève rien à la bonne idée d'Enstrom et Kakeya d'avoir, disons, envoyé la recherche vers une idée intéressante qui dit on a des polynômes réels ou complexes et on va essayer de trouver une borne, une bonne borne pour le spectre, quitte à se donner des conditions un peu drastiques quand même, voilà. Mais ça trivialise la preuve, puisque là, c'est quoi la preuve? C'est, on regarde la matrice compagnon de ce polynôme-là, et c'est une matrice stochastique. Donc, on sait qu'une matrice stochastique, ses valeurs propres sont inférieures ou égales à 1 en module. Merci à Toto donc, pour avoir partagé cette belle idée.